Louer sa transformation numérique comme un service, c'est le sujet de cette interview. Gérald de Kersanti, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de SAP France. Alors je disais SAP, c'est aujourd'hui un des géants de la gestion des ressources de l'entreprise, des logiciels ERP comme on les appelle. C'est 100 solutions, plus de 200 millions d'utilisateurs dans le cloud. D'abord, on va démarrer peut-être avec l'impact de la crise Covid-19 puisque vous venez de publier des résultats. Déjà, vous avez raison, SAP c'est le leader mondial du logiciel, d'application de façon générale. On a un bout en bout chez SAP, on couvre à peu près tous les domaines de processus de l'entreprise, de la finance aux achats, au supply chain, enfin l'ensemble des processus. Ça veut dire que vous êtes quand même très sensible à la santé économique des pays. Oui, exact, mais en réalité, on a vu qu'on a pas mal résisté, parce que d'abord SAP est une entreprise qui est habituée à travailler avec les technologies à distance, donc le télétravail n'était pas nouveau pour nous. Donc globalement, on s'en est plutôt bien sorti, avec une excellente profitabilité, un chiffre d'affaires qui est à peu près stable, on recule de 1%, c'est-à-dire que c'est plutôt stable dans le contexte actuel, c'est plutôt bien. Je rajouterais quand même un point important, c'est que nous sommes, on en est fiers, la première société tech européenne. Et dans cette bataille mondiale à laquelle on assiste entre le bloc Amérique, le bloc Asie, en Europe, il y a SAP qui fait front et qui essaye de représenter les couleurs de l'Europe. Ouais, ça fait du bien, on est content de vous inviter. L'un des objectifs de cette année, c'est de transférer encore davantage de clients dans le cloud. Ce serait quoi, d'atteindre les 100%? À terme, je pense qu'on ira vers un quasi 100%. Déjà, je pense que dans 3-4 ans, on sera à la majeure partie des applications et des solutions de nos clients tourneront dans le cloud. Simplement, notre approche, c'est plutôt d'accompagner les clients à leur vitesse. C'est de se caler sur ce qu'ils veulent faire, parce que tous les clients ne veulent pas transférer leurs applications à la même vitesse. Il y a des applications plus sensibles que d'autres. Et donc, nous, on veut un modèle qui leur permette d'y aller à pas cadencer, certes, mais en tout cas, leur pas. Alors effectivement, c'est donc ce que j'ai essayé de présenter dans ce sommaire, une nouvelle offre qui arrive et qui est en fait une nouvelle méthode pour faire sa transformation numérique. C'est pas juste de dire on va passer au numérique, on va passer au cloud, c'est un accompagnement qui se fait dans la durée, c'est ça ? On paye un abonnement à l'année, vous allez nous l'expliquer, pour pouvoir transformer ces métiers au fur et à mesure, à la vitesse de son choix. Alors en fait, c'est une offre globale qui intègre des produits, des logiciels, des services, et qui permet au client en fait de faire simultanément un transfert progressif de ses applications et de ses processus dans le cloud, mais plutôt que de le faire comme ça, on va dire mécaniquement, oui. Eh bien l'idée c'est d'aider le client à se transformer en même temps, et donc à optimiser ses processus et à en tirer un bénéfice. Au passage, cette méthodologie, cette approche, cette offre, qu'on appelle RISE, effectivement, RISE by SAP, va permettre aux clients, en moyenne, c'est une fourchette, de gagner à peu près un tiers en TCO, ce qu'on appelle TCO, le coût total de possession, donc c'est quand même pas rien, et ça peut monter jusqu'à plus de 80% d'économies au niveau des coûts directs, donc c'est vraiment des économies substantielles. Alors ça dépend après des secteurs et de la taille de votre entreprise, et surtout une accélération de la mise en œuvre et de cette transition vers le cloud. Et alors, vous parlez d'aider les entreprises à devenir des entreprises intelligentes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a quelques années, on avait lancé une approche, justement, une offre qui se voulait non pas intelligente, mais qui voulait aider les clients à transformer effectivement leur système d'information pour être extrêmement pertinent lorsque eux-mêmes font face à leur propre marché, c'est-à-dire à leurs clients. Eh bien là, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de dégager au maximum pour nos clients des économies qu'ils engloutissent la plupart du temps dans la gestion de leur existant pour qu'ils puissent l'investir dans de l'innovation. C'est un mécanisme assez simple, mais finalement, quand vous avez 100 et que vous dépensez 90 ou 95 dans l'existant, quelque part... Mais est-ce qu'on est sûr qu'ils vont investir dans l'innovation ? Pardon ? Est-on sûr qu'ils vont l'investir dans l'innovation ? Alors, après, il faut mettre en place, et c'est pour ça que RISE est intéressant, parce qu'on a dans RISE tout un ensemble d'expériences clients dans tous les secteurs d'activité, et c'est ça qu'on peut transférer grâce à nos consultants, grâce à nos partenaires, notre écosystème de partenaires, de sociétés de services, de cabinets de conseil, les aider à tirer la quintessence de RISE, et surtout des expériences vécues par d'autres. Car nous avons déjà, RISE, c'est pas juste une annonce, nous avons déjà une centaine de clients qui ont basculé déjà dans RISE
Et en France, Cocorico, un grand client, puisque Atos a choisi d'aller dans RISE. Et c'est vous dire l'importance de RISE, puisque Atos est quand même des experts dans l'optimisation des systèmes d'information pour leurs propres clients. Oui. Donc s'ils ont choisi RISE, c'est qu'ils y voient un intérêt. Il y a un autre partenaire d'ailleurs, j'ai vu, c'est Microsoft. Oui. Vous allez intégrer Teams ? Alors en fait, nous avons un partenariat avec les 4, comme on dit, hyperscalers, donc Google, Amazon, Microsoft et Alibaba Cloud. Mais c'est vrai que nous avons un partenariat avec Microsoft aussi sur le plan technologique, depuis longtemps d'ailleurs. Microsoft est un partenaire clé pour SAP. Et effectivement, on intègre Teams dans 2 produits en particulier, toute la partie ERP et puis toute la partie SuccessFactors qui est notre offre RH. Ça, c'est clairement un effet Covid-19, j'imagine. Ça a accéléré les choses, on peut le dire. Ça a accéléré les choses de la même façon que dans RISE, on intègre par exemple la sécurité. Tous les clients nous demandent, ils nous disent oui, on veut basculer dans le cloud, mais on veut y aller graduellement à notre vitesse. Puis en plus, on veut que ce soit sécurisé. Donc on a intégré aussi les offres de sécurité, de l'intelligence artificielle qui joue un rôle considérable dans nos offres. Donc voilà, c'est un ensemble d'offres, mais qui sont très complètes. Alors, il faut aussi rappeler que SAP fait partie des tout premiers membres fondateurs de Gaia-X. Quand même, c'était encore qu'un projet initié par des entreprises allemandes, on trouvait SAP dedans. Quelle est la vision de l'évolution du projet, maintenant que la France en fait partie, que ça devient un sujet de souveraineté européenne ? Vous avez l'impression qu'on est toujours sur la même ligne que le projet initial ? C'est ce que je disais au tout début. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit que, en Europe, il y a SAP, première société technologique. La deuxième, c'est Dassault Systèmes, d'ailleurs, mais on est sur des poids de capitalisation qui sont, après, qu'on descend très très bas. Donc, pour faire face, il faut avoir des projets. Et Gaia-X, effectivement, c'est la naissance de projets qui peuvent, dans le domaine du numérique, nous permettre en Europe d'exister, de peser face au grand continent que je citais tout à l'heure. Avant, on n'avait que des entreprises allemandes. Maintenant, c'est devenu un consortium, on va dire, franco-allemand. Et puis là, s'invitent des acteurs, justement, d'autres continents, notamment les puissants avec lesquels on essaye de rivaliser. Mais en même temps, ça permet de stimuler l'innovation. Parce que l'innovation, c'est de regarder ce que font les autres et c'est d'avoir quelque chose d'enrichi, on va dire. Donc Gaia-X est effectivement important, je pense, pour nous autres Européens, si on veut vraiment exister. Regardez ce qui s'est passé dans le domaine de l'aviation, enfin de la Airbus, qui est une fantastique expérience. Il faut qu'on reproduise ce type de modèle dans le domaine du numérique. Alors, je voulais juste terminer en rappelant aussi que vous êtes professeur affilié à HEC Paris. Vous enseignez le leadership. Vous avez même écrit un ouvrage, le leader du 3e type. Quels sont aujourd'hui les principaux critères, les caractéristiques idéales du leader de l'entreprise numérique ? Alors effectivement, j'enseigne à HEC depuis 17 ans et à l'ESCP depuis un peu moins longtemps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que les leaders sont en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'à chaque époque, des nouveaux leaders émergent. Et puis on a des phases de transition. Là, on est dans une phase de transition un peu longue, dans laquelle, d'ailleurs, on me questionne, on me dit, mais est-ce que les leaders qu'on voit émerger correspondent bien à ce leader du 3e type ? Oui. Et je dis, on est dans une phase de transition, donc forcément, ça va prendre un peu de temps. Mais le leader de demain, c'est quelqu'un qui est tourné définitivement vers le digital, qui va intégrer le digital dans la stratégie de l'entreprise, et à titre de caractéristiques personnelles, c'est quelqu'un qui aura une très grande humilité, parce qu'on sait beaucoup de choses, mais en fait, on ignore aussi beaucoup de choses. Donc, il faut savoir s'entourer des bons profils. Donc, je dis souvent que pour un leader, avoir les bonnes personnes aux bons endroits pour faire les bonnes choses au bon moment, c'est sans doute 70% du job. Donc, c'est extrêmement important. Et après, il faut avoir des profils qui vont être beaucoup moins, c'est tout l'objet de mon livre d'ailleurs, beaucoup moins narcissiques dominants, comme on l'a eu depuis l'après-guerre, pour aller vers des profils un peu différents, bienveillants, tournés sur les autres, collaboratifs, qui vont savoir écouter, parce que justement, comme je le disais, on ne sait pas tout. Donc, il faut regarder les talents autour de soi qui vont nous aiguiller et nous permettre d'avoir les bonnes idées. À la fin, il faut quand même prendre des décisions. Merci beaucoup Gérald Carsenti. Peut-être aussi que ce leader du 3e type fera partie davantage de la société diverse et variée et mixte. C'est en tout cas le sujet de notre talk à suivre. Et je rajouterai d'ailleurs que le dernier chapitre de mon livre, c'est « Voici venu le temps des femmes ». Magnifique. Merci beaucoup Gérald Carsenti, président de SAP France. Et donc je le disais, notre talk arrive sur la diversité et de nouvelles têtes qui changent un peu cette French Tech.